Diallo pour l'invitation et j'en profite pour vous féliciter de cette initiative et vous encourager à aller de l'avant parce qu'on a besoin d'espace de ce genre pour pouvoir un peu avancer sur le plan des idées et aussi essayer de trouver de nouvelles alternatives par rapport aux défis qui nous interpellent quotidiennement. Donc aujourd'hui, on va parler de la place des nationaux dans le tissu économique, qui est un sujet important pour plusieurs raisons, qui ne sont pas seulement liées à l'actualité. De plus en plus, ici en Afrique, on parle d'émergence économique, et généralement, on est un peu rassuré par les taux de croissance qu'on observe dans certains pays, surtout les pays qui produisent et exportent du pétrole. Et en Afrique, si on prend le cas de deux pays, l'Angola et la Guinée équatoriale, qui sont des pays qui produisent du pétrole, on se rend compte que ce sont les pays qui ont connu les taux de croissance les plus élevés lors de ces, disons, 15 dernières années. Par exemple, pour un pays comme la Guinée équatoriale, vous allez voir dans les statistiques des taux de croissance moyens de l'ordre de 13%. Je dis taux de croissance du PIB par habitant de l'ordre de 13% en moyenne annuelle sur 10-15 ans. Et donc, un pays comme la Guinée équatoriale, sur le plan des chiffres, c'est un pays qui est au moins aussi riche que l'Arabie Saoudite. Et donc, vous allez voir qu'au niveau des indicateurs sociaux, c'est une catastrophe, ce pays. C'est un pays qui est 39e au niveau du classement des revenus par habitant, mais 136e du point de vue de l'indice de développement humain. Pourquoi? C'est parce que dans ce pays, malgré qu'il y a le pétrole, malgré que le pétrole aussi soit exploité et que le pétrole bénéficie de bons prix sur les marchés internationaux, ça n'a pas permis de créer le développement. La Guinée équatoriale est le pays, en principe, le plus riche d'Afrique, mais c'est un pays qui est toujours classé parmi les pays les moins avancés. Entre autres, parce que ces ressources ne sont pas exploitées par les nationaux et les gains tirés de ces ressources ne sont pas alloués dans des secteurs qui permettent le véritable développement, dans les secteurs sociaux notamment. Donc c'est vous dire l'importance de l'économie du pétrole. De plus en plus aussi on parle de patriotisme économique, un concept qui n'est pas à vrai dire un concept économique, mais un concept qui a été introduit par les hommes politiques. Généralement on dit que c'est Villepin qui l'a introduit à partir de 2005 pour justement défendre le tissu industriel et technologique français face à la mondialisation qui génère un regain de concurrence et les entreprises françaises ne parviennent pas toujours à être à la hauteur de cette concurrence-là. Ici aussi au Sénégal, de plus en plus, il y a des gens qui se lèvent pour parler de patriotisme économique. Donc la question qui se pose, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, quelle doit être la place des nationaux dans notre tissu industriel. Et on va partir de l'exemple du pétrole. Pour cela, on va écouter M. Sarr, d'abord, qui va parler un peu. M. Guissé, Ahmed Guissé plutôt, qui va parler un peu de ce sujet. M. Guissé, que j'ai déjà eu l'opportunité d'écouter, et qui est un expert avéré de ces questions-là. Et par la suite, Mme Diagne, comme l'a présenté le Dr Abdoulaye Diallo, qui est la présidente de l'amicale des cadres de la SAR, va apporter quelques compléments. Et à la suite de ça, on ouvrira les débats. Je vous remercie. Sans adresser des remerciements à mon cher ami Abdoulaye, à Douboutis d'abord, le fait d'avoir bien voulu inaugurer ce mercredi de l'Harmattan avec le secteur pétrolier, et aussi le fait d'avoir bien voulu aussi vraiment nous accueillir et nous permettre de nous exprimer sur la question et d'échanger. Je ne commencerai pas sans adresser quelques salutations et remerciements à certains amis et collègues, en l'occurrence M. Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS-FC, le doyen Fall, qui est là, qui est l'un des pères de la régulation dans notre métier, et M. Jean-Michel Chek, qui est aussi notre doyen dans le secteur du pétrole. C'est assez cocasse, c'est vrai, dans ces lieux-ci, qu'on se tienne un débat sur le pétrole, parce que c'est lié et fouillé à la littérature.
C'est-à-dire que le pétrole, pour paraphraser un autre, peut-être se constituerait une des parties de l'encre des savants. C'est-à-dire, mais je pense que c'est un secteur transversal, et peut-être mon cas en est un. Ce que me disait M. Jean-Michel Sec tout à l'heure, je vous le confirme et je veux le dire au professeur Abdoulaye Limanli, s'il y a un homme qui s'ennuie dans son domaine, c'est bien moi. C'est pas du tout mon domaine, je suis par infraction. J'aurais bien aimé être à votre place, à la place des littéraires, hein, pour parler de ça. Comme dans nos pays, la littérature nous repose son nom, il faut bien trouver un métier pour évoluer. Alors, mes chers, pour vous parler un peu de l'évolution du secteur du pétrole dans notre pays, je pense que l'actualité impose le sujet et je pense qu'il serait bon que nous évoluions avec, dans le temps pour voir comment ce sujet est devenu une préoccupation chez les Sénégalais et quelle est la place occupée par les Sénégalais de nos jours dans les secteurs et quelles sont les perspectives qui se dessinent. Jusqu'en 1998, il n'y avait pas une des entreprises activités pétrolières sénégalaises dans le secteur. C'est par la loi 98-31 qui a permis la libéralisation du secteur et qui a autorisé les Sénégalais à investir. D'une autre manière, on peut avoir une autre lecture de la question, se dire que c'est seulement en 1998 que nous autres Sénégalais avons eu le droit d'opérer dans notre pays, dans le secteur. Et avant cela, il n'y avait que des sociétés étrangères, multinationales, ce qu'on appelle les majors de manière générale, qui étaient là et qui occupaient tout le secteur de la distribution pétrolière et toute l'activité. Donc là, à la faveur de la loi 98-31, les Sénégalais ont commencé à investir le secteur et l'une des premières sociétés pétrolières à s'y installer a été Elton Petroleum. A été Elton Petroleum, ça passe pas. Allô, ça vient? Donc l'une des premières sociétés à s'y installer a été Elton Petroleum, Elton Oil Company, qui a commencé en 2000. Nous avons commencé, j'ai eu la chance de démarrer cette société avec d'autres amis. Tout ça. Et pour dire que, et là, c'était vraiment des frémissements, un début très poussif, comme on le dit, si bien que jusqu'en 2000 à 2004-2005, on a commencé, c'est là où on a commencé à avoir des parts de marché à être engrangées par les sociétés sénégalaises. Et si vous voyez bien, si on reprend les statistiques, juste pour configurer, les statistiques de 2005 à 2012, où je prends l'activité principale du secteur des hydrocarbures, qui est l'activité réseau, qu'on appelle réseau, qui est la vitrine de l'activité, où nous avons vu la progression des sociétés sénégalaises à partir de 2005, qui passe de pratiquement de 12% à 37% de part de marché sur le pétrole, pour montrer l'évolution qu'il y a eu dans ce secteur, malgré la présence des majors, malgré ça. Et cette progression s'est faite par l'esprit d'innovation, par la compétence et par le savoir-faire des acteurs de la place. Parce qu'il ne faut pas oublier, la majorité d'entre nous provenions des multinationales pétrolières dont nous connaissions les outils de travail et que nous avons mis en place. Et dans cette expertise et dans cette connaissance, nous avons eu à opérer les innovations importantes, en changeant même le concept du service, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de démarcation possible, nous vendons tous le même produit. Et la ligne de démarcation unique qui pouvait rester, c'était dans le service, et c'est là où les sociétés sénégalaises ont été les pionniers, les pionnières dans le domaine de l'innovation, en mettant en place ce qu'on appelait le lavage automatique, en mettant en place ce qui a été appelé les services de restauration, en mettant en place tout ce qui est les services cybercafé, en mettant même les cartes électroniques que nous voyons sur la place. C'est ce qui a mis l'innovation dans le secteur, si bien que de 2004 à 2005 à 2012, il y a une progression importante de part de marché des sociétés sénégalaises. Pendant ce même temps, cette innovation, cette entrée de Elton dans le secteur avait ouvert la voie à d'autres.
Au début, il y avait peut-être 4-5 sociétés qui étaient là, et qu'aujourd'hui, d'année en année, les sociétés sont créées, les sociétés sont arrivées, et qu'aujourd'hui, dans la distribution pétrolière, on a autour de 30 sociétés sénégalaises qui opèrent, en essayant tant bien que mal d'offrir des services différents et de trucs en part de marché de gagner progressivement. Si vous voyez comme l'exemple qui s'est passé au Mali, qui est un exemple assez frappant chez nous, où le secteur est à la limite entre la maîtrise des nationaux maliens qui s'occupent vraiment de la distribution pétrolière. Ce qui était un cas d'exemple pour nous au Sénégal pour s'évoluer. Mais je pense que cette évolution, nécessairement comme toute évolution, rencontre des obstacles dans son évolution. Et ces obstacles sont tout à fait, je pense, normaux et naturels, parce que c'est le domaine de la concurrence où ceux qui perdent aussi essaient de voir comment regagner des marchés, ce qui met que la concurrence est là dans ce terme. Si bien qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, nous avons eu, l'actualité récente a servi à pas mal d'entre nous des faits qui montrent que même la concurrence se présente d'une autre manière. La concurrence ne s'est pas laissée vraiment les bras croisés et essaie de trouver des moyens aussi de faire face à cela. Mais toutefois, tout ceci... Alors tout ceci, je pense que l'intérêt des consommateurs devait s'y trouver, parce que l'esprit de la loi 98-31 voulait que les consommateurs puissent en profiter de la concurrence et de la libéralisation du prix, en fixant un prix plafond, de manière à ce que ça soit pas le prix à dépasser et que les gens, de par une concurrence régulière, arrivent à trouver des prix beaucoup plus attrayants pour les consommateurs. J'espère qu'un jour on y arrivera, parce qu'aujourd'hui peut-être les sociétés sont confrontées à l'étroitesse de la marge, si bien que face aux investissements à amortir et à rentabiliser, si bien qu'on n'y est pas encore, mais nous espérons très grandement qu'on y arrivera. Une fois présenté ce schéma de manière générale, et par rapport aux enjeux qui se posent et aux perspectives, je pense que ce serait bon de le commenter. La plupart des sociétés aujourd'hui sénégalaises, vous voyez dans leur évolution, être freinées par des facteurs qui sont importants, et je pense que c'est revenir. Pour certains, il y a ce qu'on appelle l'élément foncier qui est assez important dans le développement du secteur pétrolier au Sénégal, surtout dans l'implantation des stations-service, où on sait que la région de Dakar absorbe pratiquement 70% des volumes de vente, et aujourd'hui le foncier à Dakar est vraiment un des facteurs les plus coûteux dans l'élaboration des stations et le développement des stations entreprises. À Dakar, les terrains coûtent excessivement cher, si bien que les compagnies pétrolières, à part des majors qui ont les moyens et les ressources, ne peuvent pas se déployer comme ils le conviennent dernièrement. Et si bien que la plupart d'entre nous, des sociétés sénégalaises pétrolières, on les rencontrera beaucoup plus, se déploient beaucoup plus à l'intérieur du Sénégal que dans la région de Dakar. C'est un des facteurs qui joue cela. L'autre facteur qui est important, et je pense, et qui viendra dans le courant de nos débats, c'est surtout le facteur de l'approvisionnement de produits pétroliers au Sénégal, surtout des sociétés nationales. Vous savez, aujourd'hui, nous avons dans cette société, dans ce pays, la Société africaine de raffinage, la SAR, qui joue un rôle excessivement important dans les régulations du secteur. Parce que tant que la SAR est en activité, la SAR joue son rôle en approvisionnant correctement le marché au prix normaux du marché suivant les délais normaux. Mais il arrive souvent que la SAR soit à l'arrêt pour des raisons techniques ou pour des raisons d'entretien, et à partir de ce moment, il y a des autorisations d'importation que l'État délivre aux autres sociétés et la plupart aux majors. Et pour suppléer la SAR et ravitailler le marché, normalement aux conditions normales, ce qu'on aurait souhaité, et souvent nous sommes dans des cas où, par exemple, les gens, par rapport au prix d'acquisition des produits, ne peuvent pas le faire au cours normal tel que fixé par la loi, si bien qu'il y a des deltas, un delta qui se greffe dans le prix, ce qui peut freiner l'acquisition de produits pour certains au niveau des nationaux et qui est un facteur bloquant. Et ça, on l'a toujours dit, et ça, on le comprend.
parce que je pense que certains, par rapport à des coûts d'acquisition des produits, et que si les mécanismes de stabilisation et de remboursement des pertes commerciales ne fonctionnent pas normalement, sont obligés de se reporter, de le répercuter sur le prix. Et avec aussi des conditions qui maintiennent contraires aux conditions normales que les gens ont avec la SAR. Ces éléments sont des éléments qui sont des facteurs qui ont tendance à freiner l'avancée ou l'envolée des sociétés nationales. Et pour cela, je pense que dans une situation présente, on est dans un pays où les acteurs émergent. De plus en plus, l'activité prend de l'importance, si bien que l'État, dans son rôle normal de régulateur, doit veiller à une régulation du marché. Et nous en avons appelé au niveau de l'État à cette régulation. Et dernièrement, je pense qu'il y a des travaux qui sont en cours. Et dernièrement, l'État a convoqué une réunion au niveau de la place pour parler du problème de la régulation du secteur de l'énergie en essayant de fusionner le CNH et la Commission nationale de régulation du secteur de l'électricité pour en faire une seule commission, la Commission nationale de l'énergie. Parce que ce secteur est devenu si important qu'on ne pourrait pas le laisser tel quel en l'état tel quel. Il faut qu'il y ait une régulation pour une meilleure concurrence, pour un meilleur développement du secteur. Je pense que tous ces éléments font qu'aujourd'hui, et en plus de cela, les découvertes récentes du pétrole, je pense que Mme Maïmouna Diagne en viendra tout à l'heure en vous parlant de la SAR, comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour vous montrer les développements. Et les découvertes récentes du secteur pétrolier, comme du pétrole au large de nos côtes sénégalaises, montrent des perspectives assez encourageantes pour ce pays. Mais ces perspectives méritent d'être encadrées. C'est pourquoi nous en appelons à un encadrement, à une régulation du secteur, mais à un encadrement de l'activité globale de manière générale. Donc, en gros, pour résumer, j'ai voulu juste dans la présentation vous parler de l'évolution du secteur pétrolier de manière générale au Sénégal, la place des entreprises sénégalaises depuis le départ, pour montrer l'importance qu'ils ont aujourd'hui dans le secteur. Parce que quand en moins de 10 ans, les gens partent de 0 à 37% de part de marché dans un secteur aussi stratégique que le réseau, ils ne sont plus des acteurs marginaux et qui méritent qu'on y réfléchisse davantage pour voir comment encadrer les secteurs, mettre en place des conditions d'une concurrence régulière pour que le secteur puisse évoluer au grand bénéfice de tous les Sénégalais. J'ai voulu parler de ça, j'ai voulu parler des perspectives qui se présentent, j'ai voulu parler de l'importance que ça a dans le dispositif actuel de la société, dans le dispositif actuel de notre secteur, et je pense que Mme Maïmouna Diagne y viendra davantage pour vous parler beaucoup plus de la mission de la SAR, des rôles des JO et des rôles que la SAR pourrait jouer dans l'avenir. Je vous remercie. Il sera très difficile de parler après vous parce que vous avez l'habitude. En tout cas, je remercie Dr Diallo de cette invitation qu'il offre à l'amicale des cadres de la SAR en leur donnant l'occasion d'échanger un peu. Et j'en profiterai pour remercier M. Jean-Michel Seck qui a été l'instigateur de cette orientation en invitant l'amicale des cadres aujourd'hui. C'est une bonne occasion pour nous parce que les gens n'ont pas ignoré que l'année dernière, nous avons fait beaucoup de bruit pour parler de la raffinerie. Et ce n'est pas seulement le personnel qui s'est levé pour préserver des emplois, mais c'est en fait des personnes qui ont compris que cette raffinerie, ce n'est pas seulement une raffinerie pour 250 bonhommes qui y travaillent, mais c'est une raffinerie pour un pays qui est en voie de développement. Et cette raffinerie a été créée en 1961 par des visionnaires qui ont compris qu'il n'y a pas de pétrole au Sénégal, mais qu'il y avait des opportunités pour créer cette raffinerie et rendre ce pays indépendant. Et nous nous sommes dit, nous n'avons pas le droit de laisser partir cette raffinerie. Pourquoi je dis ça? Parce que cette raffinerie a été créée par l'État du Sénégal, mais en partenariat avec des traders qui sont des étrangers. Comme l'a dit M. Guissé tout à l'heure,
C'est en 1998 que les premiers nationaux ont intégré le secteur de l'approvisionnement en produits pétroliers. Donc de 1963, quand la raffinerie a été créée, jusqu'à cette date, c'était ces traders qui étaient majoritaires et qui étaient responsables de notre approvisionnement dans le pays. Et il y a eu beaucoup de remous, parce qu'en 1998, il y a eu cette libéralisation qui a permis d'intégrer les nationaux. En 2005-2006, la SAR a eu sa traversée du désert. Pour moi, ça va être très difficile de parler de cette période devant M. Seck, qui était directeur de la SAR à l'époque. Mais la volonté politique de l'époque avait sauvé la SAR et avait évité une fermeture de cette raffinerie avec un rachat des actions de ces traders qui ont permis à l'État du Sénégal de dire: je ne ferme pas ma raffinerie, je la garde parce qu'au moins elle me garantit une indépendance énergétique à un pourcentage donné. Et ça, un outil pareil, personne n'a le droit de s'en séparer de façon aussi légère. Et donc, quand les actionnaires ont jugé nécessaire de partir, l'État sénégalais, qui a pris ses responsabilités pour maintenir la raffinerie, a mis quand même des protections pour permettre à cette raffinerie de sortir des périodes difficiles qu'elle a vécues. Alors, les périodes difficiles, et c'est ce qui avait permis de créer une marge quand même qui devait permettre à la raffinerie de faire ses investissements nécessaires, de se développer, de faire ses projets d'extension et pouvoir quand même être maintenue avec une certaine rentabilité comme toute société privée, même si elle est à vocation service public. Donc, après cette période de 2006-2007, il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu un endettement qui était là, il fallait rembourser cet endettement. L'État nous a offert à la SAR la possibilité de rembourser en lui octroyant cette marge dont je viens de parler tout à l'heure, cette marge de soutien qui devait arriver à une échéance, et après remboursement de la dette, la SAR devait prendre son envol et continuer à fonctionner correctement en faisant des marges qui lui permettraient d'être maintenue en vie. 2007, 2008, 2009, il y a eu des événements, il y a eu les histoires comment on dit, le baril qui montait, il y a eu beaucoup de perturbations qui ont fait que on subissait beaucoup de pertes sur certains produits tels que le butane. Il y a eu beaucoup de problèmes qui ont fait que ces dernières années, on a beaucoup parlé de la SAR parce que le problème de rentabilité de la SAR continuait de se poser. Alors, les cadres de la SAR se sont levés l'année dernière en disant: ok, il faut qu'on essaie qu'on montre qu'aujourd'hui que cette raffinerie, parce qu'effectivement il y avait une politique derrière pour dire que la raffinerie n'était pas rentable, la raffinerie n'est pas sécure, la raffinerie. Alors tous ces éléments, nous on a jugé qu'il y avait un peu plus de subjectivité dessus, parce que ceux qui véhiculaient ce message avaient besoin d'être présents, et pour être présents, il fallait éliminer la raffinerie. Et ça a été un combat de dire non, nous prouvons que cette raffinerie, elle est présente, elle est sécure, elle peut être rentable, mais il faudrait qu'on la laisse travailler normalement en faisant ses investissements, en faisant ses travaux de maintenance correctement et lui permettre de faire ses marges correctement pour continuer son développement. Et c'est comme ça que nous avons donc prouvé que, parce que, comme disait M. Guissé tout à l'heure, la survie de la raffinerie, c'est la survie des nationaux. C'est du quotidien. On le voit. Quand la raffinerie est à l'arrêt, tous les indépendants ont des soucis parce que, comme il vient de le dire, le relais est effectué par les majors parce qu'ils n'ont pas la puissance financière qui permet à ces indépendants d'importer. Et ces majors ne sont pas, comme des hommes d'affaires normaux, aussi tendres avec leurs concurrents. Donc, les difficultés commencent pour eux et c'est ce qui fait qu'il y ait beaucoup de problèmes dans le secteur. Alors, tout ça pour vous rappeler qu'en fait, la raffinerie, aujourd'hui, n'a besoin que d'une chose,
la volonté politique de la maintenir en vie. Parce qu'il est prouvé par plusieurs rapports, aussi bien par le rapport des cadres que par le rapport d'experts qui ont été commis pour étudier la viabilité de la raffinerie, ont prouvé que cette raffinerie, comme toute usine ou même comme votre voiture, a besoin d'être entretenue, a besoin de subir des investissements qui lui permettent quand même de rendre fiables ces installations. Et aujourd'hui, c'est ça qui aujourd'hui constitue le problème majeur de la raffinerie. Et donc aujourd'hui, quand nous parlons de volonté politique, c'est qu'aujourd'hui la raffinerie a besoin de cash. Le besoin de cash, nous avons proposé qu'il ne peut passer que par une vente d'actions ou de recapitalisation. Pourquoi? Parce que en 2010, ce besoin était tellement présent qu'on a eu des investisseurs étrangers, arabes, qui étaient venus, qui ont acheté, et toujours dans la volonté de l'État de vraiment moderniser cette raffinerie, l'État a vendu 34% à des étrangers qui avaient promis un plan de développement de la raffinerie, un plan de modernisation et de, comme on dit, de modernisation et d'extension. Malheureusement, il y a eu des événements que nous ne maîtrisons pas, nous, les cadres, mais qui ont fait que ce projet d'extension n'a pas eu lieu. Et cet actionnaire de 34%, il est toujours présent, n'a pas fait son investissement, la raffinerie est restée en l'état. L'actionnaire majoritaire de l'époque a vendu aussi ses actions, l'État les avait rachetées, il est resté présent, mais ne voit pas l'opportunité d'investir pour la continuité de la raffinerie. Donc aujourd'hui, sans pour autant entrer dans les détails des problèmes que nous vivons avec des fournisseurs, avec des clients, etc., globalement, ce dont la raffinerie a besoin aujourd'hui, c'est vraiment de nouveaux investisseurs, de nouveaux partenaires qui ont la même vision, qui ont le même objectif, c'est le maintien du raffinage. Aujourd'hui, on entend de temps en temps d'autres intérêts dire il faut, comme on dit, faire des travaux sur les quais pour recevoir de gros bateaux. Ce n'est pas pour recevoir de gros bateaux de brut. Ils veulent qu'on fasse ces investissements pour recevoir des bateaux de produits finis. Ces gros bateaux de produits finis, s'ils rentrent dans ce pays, cette raffinerie n'a pas besoin de continuer. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons que les bateaux de brut qui viennent au Sénégal viennent comme ils doivent venir régulièrement, à temps, bien programmés, que ces bateaux de brut ne soient pas hypothéqués par des problèmes financiers, par des volontés de traders ou de fournisseurs ou de clients, mais que la raffinerie continue de fonctionner en société privée normale, même si elle a quand même une vocation de service public, parce que c'est dans l'intérêt du pays. Donc aujourd'hui, si vraiment les débats seront ouverts, et on pourra répondre sur les questions et les interrogations des uns et des autres, mais globalement, retenez qu'aujourd'hui, nous avons un combat parce que la raffinerie, ce n'est pas seulement une raffinerie pour le personnel qui y travaille, mais c'est une raffinerie et c'est extrêmement stratégique pour le Sénégal. Nous ne devons pas nous en passer pour des intérêts obscurs, d'autres intérêts qui ne sont pas à l'avantage de notre cher pays. Voilà ainsi survolé ce que je voulais dire de la raffinerie en attendant les questions. Je vous remercie.